Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir aujourd'hui de partager avec vous ces moments de bonheur. Nous allons décortiquer un sujet important, un sujet qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. Et comme on dit, l'avenir de la RDC ou l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Voilà pourquoi nous avons invité sur ce plateau les jeunes pour développer cette question qui concerne la signature le 27 juin dernier de l'accord entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Nous allons revenir un tout petit peu sur les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous avons fait de ce grand pays? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer, surtout avec la jeunesse? Et pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau deux invités. Le premier, c'est Cédric Tshimundou. Il est journaliste ici à Golgotha Radio et Télévision. Cédric, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Jean-Maxime Bouillou, et je salue ceux-là qui sont en train de nous suivre. Voilà, une première participation dans Café Débat. Oui, effectivement. Oui. Ça mérite une fête. Hein? Voilà. Alors, je reçois également Emmanuel Ngoloto. Il est jeune, n'est-ce pas? Il fait aussi des analyses sur les questions sociopolitiques et surtout la question qui concerne la participation de la jeunesse dans les développements de la RDC. Bienvenue également dans cette émission. Merci, Sergi. Merci, je suis content. Et je salue aussi nos fidèles téléspectateurs. Tout va bien? Oui, ça va. Voilà, ça faisait un peu longtemps qu'on a eu des bons moments de partage sur le plateau. Hein. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on va récupérer tous les moments. Voilà. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont en train de nous suivre à la radio, sachez que le numéro, c'est les 097 51 22 349. 097 51 22 349. Mais pour ceux qui sont à la télé, le numéro est affiché au bas de l'écran. Alors, on va partir très très vite. Cédric Tshimundou, est-ce que vous avez certains biscuits que vous pouvez nous donner dans cette émission? Ah, il y en a tellement. D'abord, merci pour la parole. Et ce que nous devons dire, c'est en ce qui concerne l'indépendance, il faut commencer par là. Oui. Nous fêtons 65 ans d'indépendance, mais il y a beaucoup à dire. 65 ans d'indépendance, est-ce que nous avons évolué ou bien nous avons reculé? Vous allez remarquer que je dois beaucoup plus analyser l'aspect de la jeunesse. Oui. Parce que c'est là où je dois plus parler de beaucoup de choses. Lorsqu'on parle des 65 ans d'indépendance, dans la jeunesse, il y a beaucoup à faire. C'est d'abord la considération de cette jeunesse. En ce qui concerne le plan entrepreneuriat, la jeunesse, est-elle considérée sur le plan national? Point d'interrogation. En ce qui concerne même la responsabilité de cette jeunesse dont on a besoin, est-ce que cette jeunesse est-elle considérée? Point d'interrogation. En ce qui concerne l'évolution de cette jeunesse sur le plan éducation, est-ce que cette jeunesse est-elle considérée? Là, on se pose aussi une question. Mais en ce qui concerne l'éducation, nous devons dire il y a le gouvernement qui a déjà lancé, n'est-ce pas, l'enseignement gratuit. Oui. Vous voyez un peu, cet aspect fait que nous puissions aller... l'enseignement gratuit au primaire. Au primaire, oui. Surtout au primaire, oui. Voilà. Ça fait en sorte que ce sont des jeunes, non? Cette jeunesse est en train de bénéficier du gouvernement une éducation d'une manière gratuite. Mais il reste aussi beaucoup à faire. C'est entre autres les conditions d'enseignement qu'il faut toutefois améliorer. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous avons des jeunes talentueux, des jeunes qui ont des projets, des jeunes ambitieux. Malheureusement, il y a certains jeunes qui ne sont pas appuyés parce que vous pouvez avoir votre projet puisque X, Y est mieux placé que vous. Vous n'avez personne. On appelle souvent... disons, en termes de parapluie. Oui. Si vous n'en avez pas, ça devient un problème. Le projet va échouer. Et donc, c'est déjà un aspect négatif que nous sommes en train de pouvoir lancer l'arme aux yeux, avec l'arme aux yeux à toutes nos autorités, de regarder au moins cette jeunesse afin que nous puissions aller de l'avant. Mais Jean-Maxime Bouillou, en ce qui concerne l'éducation elle-même, ça, je parle de la prise en charge de cette jeunesse, la conscience de cette jeunesse. Vous allez voir que sur le plan conscience, la jeunesse a évolué. Pourquoi? Parce que moi, Cédric, qui vous parle, je suis jeune et j'ai un cercle d'encadrement de cette jeunesse. S'il n'y a pas moi, il y a tel ou tel X ou Y, il y a déjà aussi ces cercles ou soit un forum d'encadrement de cette jeunesse
afin d'éveiller la conscience. C'est pour dire, il y a beaucoup de centres qui éveillent la conscience des jeunes, oui, afin que nous puissions espérer cette jeunesse qu'on a toujours dit, c'est l'espoir de demain. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime dire la jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut parler. Alors, mesdames et messieurs, Emmanuel, votre réaction aussi, 65 ans d'indépendance depuis que la RDC a été, n'est-ce pas, reconnue au niveau national et international, ou a reçu sa souveraineté nationale et internationale, 65 ans après. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Merci, cher Gilles. D'abord, je partage les points de vue de mon confrère Cédric. Merci. Vous savez, les pays que nous avons hérités aujourd'hui de nos prédécesseurs a été sauvé par un jeune. Lumumba n'avait que 33 ans. C'était un jeune. Un jeune qui avait pris à main les destins de toute une nation, de tout un pays. Oui. Donc, vous comprendrez que ceux qui tuent les pays ne sont pas seulement les jeunes, mais ce sont ceux-là qui ont le pouvoir entre leurs mains. Parce que quand on détient les pouvoirs, c'est une arme puissante pour la destruction. Quand on détient les pouvoirs, donc on a tous les monopoles d'en abuser ou soit de réparer. Oui. Tout ce que moi je comprends, les considérations politico-juvéniles, oui, c'est tout simplement cette mauvaise politique mise en place plutôt par les dirigeants. Par rapport à l'encadrement, comme lui-même l'a dit, nous avons une éducation qui ne répond pas normalement aux attentes de la population ou de la société, qui ne répond pas à nos exigences sociales. Moi, je me dis, si un jour je suis promis au ministère de l'Éducation, oui, je change les programmes. Parce que les jeunes n'apprennent pas l'histoire du pays. C'est tout ce qu'on pouvait d'abord nous inculquer. D'abord, le patriotisme. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est vraiment compliqué. Donc, on devrait déjà, dès le bas âge, apprendre certaines choses, certaines histoires qui ont fait en sorte que les pays que nous avions hérités aujourd'hui soient accompagnés par cette jeunesse. Bon, je vais évoquer certains exemples. C'est du genre, on m'apprend à l'école la famille de Lumumba, on m'apprend à l'école la province de Lumumba, on m'apprend à l'école Lumumba, qui était-il, d'où venait-il, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il était arrivé, jusqu'au point où il était tellement connu. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons avec cette émission. Alors, vous étiez en train de parler du rôle, n'est-ce pas, que doit jouer l'éducation, n'est-ce pas, dans la jeunesse congolaise. Voilà. Moi, j'étais en train de penser personnellement, oui, qu'il fallait qu'il y ait cette concomitance entre les ministères de l'éducation, les ministères de la communication, les ministères, peut-être un autre ministère qu'on pourra associer, pourvu que même à travers notre chaîne nationale, qu'il y ait l'annexion d'un programme propre aux Congolais. Donc, une éducation citoyenne régulière et aussi montrer l'histoire du pays aux enfants. Par exemple, les enfants en grandissant, ils doivent déjà savoir qui sont les pionniers de notre indépendance. Qu'est-ce qu'ils en avaient fait et pourquoi est-ce qu'ils étaient partis si vite. Donc, ce sont des histoires qui peuvent rappeler ou soit aider les enfants à grandir avec une culture patriotique. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que nous, parce qu'on peut parler aujourd'hui que les politiques n'ont pas la volonté de nous aider, d'aller de l'avant, mais nous-mêmes jeunes, on ne cède pas. On ne cède pas parce qu'on ne sait pas. Nous ne savons pas nous accompagner. Oui. Parce que l'autre, c'est un jeune du Kasaï, l'autre, c'est un jeune du Katanga. Oui. Et il y a cet esprit qui nous a été inculqué. Inculqué pas par les politiques, mais par nos parents. Tout à fait. Donc, il faudrait seulement qu'on comprenne dès le départ que nous sommes un peuple. Parce que le monde ne s'est pas battu pour une province, ou bien pour sa tribu. Pour la République. Oui. Voilà pourquoi même dans son discours, car dans la vidéo que nous suivons, qui est d'ailleurs en ligne, il parle à Tchombe qui dit « Je ne vois pas le Congo comme un ensemble de provinces, mais comme un tout. » Donc, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui portait une idée de l'unité et de la cohésion nationale. Donc, moi, en tant que jeune,
j'interpelle tout un chacun de nous à la responsabilité. Avant qu'on ne puisse attribuer la responsabilité aux politiques, nous devons d'abord commencer par être responsables. Très bien. Alors, tout à l'heure, il était en train de dire la responsabilité des politiques, parce que nous parlons de la jeunesse. Comment vous voyez aussi l'encadrement des jeunes dans les partis politiques? Merci beaucoup, Jules Maximbouyou. Oui. Vous allez voir que la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de partis politiques. Et aujourd'hui, c'est facile, même Cédric Plus de 1000 partis politiques. Oui, c'est facile. Même Cédric Tchoumoudou que je suis, demain, que je puisse créer un parti politique. Ouais. Mais vous posez une très bonne question, et d'ailleurs une question importante, l'encadrement de ce jeune-là. Oui. Oui, Jules Maximbouyou, il y a certains partis politiques qui encadrent très très bien le jeune. Il y a d'autres partis politiques, c'est un problème. À compter au bout du doigt. À compter au bout du doigt. Ceux qui font ça. Oui, puisque à chaque fois que nous descendons sur le terrain, couvrir des manifestations et autres, nous voyons. Donc, il y a des partis politiques qui encadrent des jeunes pour la rébellion, et il y a d'autres qui encadrent des jeunes pour la gestion de la chose publique. Tout à fait. C'est là où il y a un sérieux problème. Mais ce que nous devons faire, mon confrère vient de le dire, c'est la conscience de nous jeunes. La conscience de nous jeunes. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné 2000 francs, 5000 francs, 6000 francs à la fin de la journée ou soit à la fin de l'événement que je dois injurier telle personne pour 5000 francs. Ça devient un problème. Donc la gestion cause encore problème. Est-ce que Cédric, on peut construire une nation jeune, bakufuta bange, bakunywa mpombe, bakulewa depu busubuhi, bakuchambulana? Impossible, Jules Maximbouyou. Bakubeba mabintu ya bantu munjia kayonda kupokelea autorité morale. Impossible, Jules Maximbouyou. En quoi est-ce que nous allons maintenant nous dire nous sommes indépendants? Lorsque nous manifestons ce genre de comportement, là on n'est pas indépendant, là on est encore dépendant. Oui. Et donc nous devons faire très attention, les jeunes qui sont en train de nous regarder et ceux-là qui sont en train de nous suivre, c'est à nous de sauver ces pays. C'est à nous de garder les valeurs de ces pays. Pourquoi? Parce que ces pays nous appartiennent. On n'a pas un autre pays où on doit aller vivre. Oui. Même si on nous posait des questions, quel est ton pays de rêve? Il faut faire très attention. Il faut d'abord rêver chez soi. Oui. Parce qu'on est mieux que chez soi. Mais d'autres disent, non, bon, moi je préfère les États-Unis. Non. C'est ces pays. La RDC, oui, c'est notre pays. Nous devons protéger. Donc, on ne peut pas construire avec un jeune du matin jusqu'au soir. Tu es en train de prendre l'alcool. Du matin jusqu'au soir, tu injures les gens. Du matin jusqu'au soir, en taille basse. Bon, ça sert à quoi? Tu veux impacter qui? Oui. Et comment? Et donc, nous devons être conscients. Nous devons être des jeunes capables de sauver nos valeurs. Ça va nous amener plus vite, aussi plus loin. Mais autre chose que j'aimerais aussi revenir, c'est en ce qui concerne, disons, l'histoire, apprendre des valeurs. Oui. Ce n'est pas mauvais d'apprendre les valeurs africaines d'une manière générale. Oui. C'est une très bonne chose. Même les valeurs mondiales. Même les valeurs mondiales. Parce qu'au niveau mondial, vous avez des gens qui se sont battus aussi pour l'unité, n'est-ce pas, du peuple. Oui, effectivement, ce n'est pas un problème. Oui. Mais il y a un problème lorsque, chez nous, dans nos maisons, tout commence dans nos maisons. Posons seulement des questions à 2, 3, 4 jeunes qui nous relatent même dans une minute comme quelle est l'histoire qui nous a amenés à être indépendants. Comment on a reçu cette indépendance? C'est un problème. Oui. Moi, j'espère que même les parents doivent jouer un rôle dans ça. L'élève, en quittant l'école, rentrer à la maison, il faut un peu revenir. La RDC fonctionne avec un système éducatif belge. Oui. C'est là où ça cause encore problème. Oui. 60 ans d'indépendance, mais nous sommes dans un système... 65 ans, voulais-je dire. Nous sommes dans un système belge. C'est un problème. Oui. On doit revoir. On doit quand même essayer d'ajouter certaines choses. Merci. J'ai vu récemment, le gouvernement qu'on a pu avoir. On a quand même diminué des ministères. Oui. Vous voyez un peu la façon dont on a fait. C'était une très bonne chose. Mais que ce système entre aussi en ce qui concerne l'éducation. On voit quelles sont les matières qu'on doit enseigner. Il y a d'autres matières, s'il vous plaît, Jules Maximbouyou. Ça ne nécessite pas de déranger l'enfant. Le cerveau n'est pas fait pour retenir, mais pour créer. Nous sommes dans un monde, il faut passer à l'action, le pratique. Regardez l'étudiant chinois et l'étudiant congolais. Oui. Vous voyez? Donc, nous devons passer à la pratique. On étudie, par exemple, si c'est la mécanique générale, oui, c'est dans la télé qu'il faut faire cela. On étudie pas. Aujourd'hui, nous avons combien d'ingénieurs en République démocratique du Congo qui construisent des routes ou soit qui sont en train de construire dans la construction des qualités. Ça pose un problème. Oui. Et si et seulement si on pouvait avoir ces genres d'enseignement, ça va nous amener plus loin.
Pourquoi pas le gouvernement choisir, par exemple, disons, il y a l'examen d'État qui va, n'est-ce pas, qui aura lieu bientôt, dire tous les lauréats, on va peut-être chacun, selon sa volonté, les domaines que tu vas aimer, on t'amène ailleurs pour étudier. Une expertise. Afin de venir ici apporter ce que tu as appris. Ça va nous amener plus loin. Aujourd'hui, nous avons besoin des ingénieurs agronomes. Oui. Regardez même la vie de Lubumbashi. À chaque fois qu'on ferme à la Zambie, c'est un problème. Oui. Mais si et seulement si le gouvernement devait avoir, peut-être dès l'école primaire, on nous enseigne comment peut-être cultiver ne fût-ce que des choux, des chines. Ça va nous apporter un plus. Au lieu de commencer certaines matières, bon, c'est déranger la tête des personnes, ou soit des élèves, ou soit des étudiants. Voilà. Mais nous devons être capables d'aller plus loin, ça va nous apporter un plus. Voilà, avant qu'on aborde la question sur l'accord RDC-Rwanda, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse a des opportunités d'emploi? Des opportunités vraiment d'emploi? D'abord, avant de parler... Cédric parlait de l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a aussi... Avant de parler d'ailleurs des opportunités. opportunités d'emploi, je voudrais revenir d'abord sur les propos de M. Cédric, Oui. qui a parlé de la gestion de jeunes dans les partis politiques. C'est très important, cette question. C'est une question qui dérange. C'est une question qui requille la nation. En fait, le problème, c'est ces jeunes qui sont dans les partis politiques. Qu'est-ce qu'ils font? Et aujourd'hui, si seulement vous partez au sein d'un seul parti, vous leur posez la question, dans la globalité, dans l'ensemble, vous avez combien de membres jeunes? Je ne sais pas. Je vous mets en défi. Allez-y et demandez tous les responsables des partis politiques. Qu'un seul, pas deux, un seul, qu'ils vous disent combien de jeunes ou de membres jeunes ils ont dans les partis. Donc, les adhérents, les effectifs. Oui. Vous vous rendrez compte qu'ils ramassent de manière hasardeuse des jeunes dans les rues. Lors des manifestations. Bien sûr. Pour gonfler la masse et justement pour faire voir l'autorité morale. Faire plaire à l'autorité cette histoire d'autorité morale, c'est ça que moi, personnellement, je déteste. Donc, apprenez aux jeunes les valeurs politiques. Si vous voulez peut-être créer une classe politique responsable, commencez d'abord, je félicite à travers les caméras, les partis de Guy Loane, les AREP. Je ne fais pas partie, je ne suis pas membre. Mais quand même, ces jeunes sont ordonnés. Vous sentez qu'il y a de l'organisation. Donc, on ne doit pas se voiler la face quand les choses vont bien. Tout à fait, il faut apprécier. Donc, quand c'est beau, il faut apprécier. Si c'est un parti qui dégage un avenir pour les jeunes. Alors, moi, tout ce que je veux demander, c'est que les politiques arrêtent un peu leur système-là de manipuler de manière continuelle les jeunes. Nous avons un destin, nous avons un avenir, ils doivent nous frayer les chemins, pas nous détruire. Tout à fait. Donc, par rapport à la question que vous venez de poser, les opportunités d'emploi. Les opportunités d'emploi, déjà, il y a un problème. Les problèmes commencent d'abord là où il faut demander l'expérience professionnelle de 5 ans à un jeune qui vient de finir l'université. C'est encore ça le problème. Moi, j'ai fini l'université aujourd'hui. Et vous me demandez 5 ans d'expérience pour œuvrer dans une fonction publique. Dites-moi, où est-ce que je vais acquérir cette pourtant, c'est dans la même fonction publique que vous aurez cette expérience de 5 ans. Donc, ce sont des questions un peu que moi, je vais appeler ignorées, qui mettent en mal aujourd'hui les jeunes. Les politiques, ou soit l'administration publique n'est pas faite seulement pour les plus âgés, mais les plus jeunes aussi peuvent apporter leur savoir-faire. Bien, ils peuvent manquer l'intelligence, ils peuvent manquer plutôt l'expérience, mais ils peuvent au moins apporter leurs connaissances, leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui sont brillants dans les universités. Déjà, moi, parler de l'expérience professionnelle de 5 ans, déjà 5 ans à l'université, c'est une expérience, n'est-ce pas? Quelle expérience qu'on nous demande encore? Déjà, Alors, les politiques doivent apprendre, parce que nous parlons des politiques, non? Ce sont eux qui nous dirigent. Ils doivent ouvrir un peu les vannes, pourvu qu'ils accordent aux jeunes qui méritent. Parce qu'il y a aussi des jeunes qu'on ne peut pas donner la direction d'une certaine entreprise. Sinon, demain, on va se réveiller qu'il a tout vendu, qu'il a tout détourné. Les jeunes aussi sont très brutales. La brutalité, c'est la jeunesse. Mais il faudrait que les politiques comprennent que le fait de commencer, ou soit de maintenir ces jeunes
sans emploi, il favorise la criminalité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Dans nos milieux que nous vivons au quotidien, on sent que les jeunes sont délaissés à leur triste sort. Nous, peut-être, nous avons eu la chance d'avoir des petits boulots quelque part. Oui. Ça nous permet au moins de tenir les 2 bouts du mois. Tout à fait. Mais dites-moi, un jeune qui fait une semaine, il n'a pas 10 000. Qu'est-ce qu'il faut les conseiller? Je n'encourage pas la criminalité. Tout à fait, tout à fait. Mais les politiques doivent mettre en place une certaine politique d'emploi pour favoriser le développement, pour favoriser ce climat-là de tous les jeunes à participer au développement. Voilà, c'est très important. Alors, on a compris que c'est vraiment important de faire participer les jeunes au développement de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre maintenant notre deuxième thématique, ou la grande thématique de cette émission. C'est cet accord qui a été signé le 27 juin dernier aux États-Unis d'Amérique par la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Alors, nous allons essayer un peu d'exploiter cette question avec la jeunesse, parce que l'avenir de ce pays aujourd'hui et demain, c'est la jeunesse. Quel est leur aperçu par rapport à cet accord ici? Qu'est-ce qu'ils attendent entre la RDC et le Rwanda pour qu'il y ait une paix durable? Alors, Cédric, comment d'abord vous avez accueilli la signature de cet accord le 27 juin dernier? Merci beaucoup, Jules Matisumbuyu. Parlant de cet accord, lorsqu'on a annoncé et nous avons vu, bon, personnellement, c'était avec une grande joie, mais avec beaucoup de questions d'une manière interne. Parce que cet accord, on s'est demandé, ça va intervenir quel jour, ça sera comment, de quelle manière que cet accord sera signé. Mais lorsqu'on a eu, c'était vraiment avec la joie. Mais Jules Maximou, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, la République démocratique du Congo est l'un des pays africains où l'insécurité est toujours enregistrée en ce qui concerne le pourcentage élevé. Et ça date de longtemps. Peut-être qu'on n'est pas encore né. Mais du côté est de la RDC, peut-être nous parlons sur ce beau plateau parce qu'on n'a pas encore vu des corps. On n'a pas encore vu des enlèvements, on n'a pas encore vu des mamans qui laissent des enfants, on n'a pas encore vu peut-être des élèves qui sont en train de fuir les classes parce qu'il y a la guerre. Mais cela dérange. Pourquoi? Le problème est que nous voulons la paix. C'est la paix qu'on veut. Nous voulons la tranquillité. Nous voulons, n'est-ce pas, que je puisse me sentir à l'aise. Je quitte ici, je pars à Goma, je rentre bien sécurisé. C'est ce que nous voulons. Mais lorsqu'on signe cet accord, on se pose même la question. Oui, c'est vrai. On nous a dit, on dit dans cet accord, on va désarmer, n'est-ce pas, tout le désarmement, de tous les rebelles. Oui, tout à fait. Oui. On nous dit il faut qu'on puisse sécuriser notre territoire national. Oui, exactement. Oui, tout ça. Mais la question qu'on se pose, est-ce que on a signé, c'était le 20 combien? Le 27. Le 27. Oui. Quand est-ce que ce raccord va entrer en vigueur? C'est une très grande question. Oui, c'est là qu'on se pose la question. Parce qu'au lendemain qu'on a signé, il y a eu enlèvement encore. Oui. Au lendemain, après la signature, il y avait, n'est-ce pas, si c'est 300 personnes qui ont été enlevées. Récemment, on a fait cette annonce par les autorités locales. Déjà, du côté du Rwanda, on dit la mise en œuvre de cet accord doit commencer par la neutralisation des FDLR. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à neutraliser tout le monde? C'est là où il y a un sérieux problème. Mais nous, étant jeunes, nous, étant Congolais, c'est une très bonne chose. Dans cet accord, il est prévu, déjà le Rwanda exige, avant la mise en œuvre de cet accord, qu'on neutralise les FDLR. Oui. Jules Maximou, c'est là où il y a un sérieux problème. On se pose la question de savoir quand est-ce qu'on va neutraliser toutes ces personnes, voulais-je dire. C'est un problème. Ce sont des rebelles ou soit ce sont des gens qui sont en train de nous créer l'insécurité à l'Est. Les camps, point d'interrogation. Les comment, point d'interrogation. Et je me pose aussi la question de savoir, c'est vrai, qu'est-ce que le gouvernement peut nous dire en face et surtout à tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre du côté Est, que telle date, rassurez-vous, il y aura la paix. C'est là où il y a un problème. Oui. Alors, ce que nous demandons dans cet accord, c'est que ça soit clair. Que ça soit clair. Et aussi, lorsque les États-Unis signent,
cela veut dire qu'il y a aussi une partie pour les États-Unis. Leur intérêt. Déjà, Voilà. les États-Unis, c'est America First. Effectivement. D'abord, c'est l'Amérique, les intérêts des Américains. Donc, il y a aussi, disons, l'intérêt de l'Amérique. Aussi, on doit nous dire clairement qu'est-ce que l'Amérique a proposé pour qu'on puisse accepter. Oui, c'est vrai. Là, vous pouvez déjà signer afin de voir la paix régner à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, j'aimerais voir la paix à l'est. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur d'autres détails, notamment sur l'échange minerai sécurité. Okay. C'est aussi une question très importante. Il y a la cogestion des parcs nationaux, notamment le parc de Virunga. De Virunga, oui, dans l'accord, c'est déjà tout à fait. Il y a également des lacs, comme le lac Kivu, qui contient le gaz méthane qu'il faut co-gérer avec le Rwanda. Et l'envoyé spécial du président Trump, quand il est arrivé en RDC, il a clairement dit qu'une partie des minéraux de la RDC sera traitée au Rwanda. Nous allons en parler dans quelques instants avec vous. Alors, Emmanuel, votre réaction aussi par rapport à cet accord ici, comment vous l'avez accueilli après la signature? Merci, Sergi. Vous savez, il y a certaines questions, bien que nous n'ayons pas une connaissance très particulière des motivations politiques. Quand moi j'ai appris ça, l'accord RDC et le Rwanda sur la paix à l'Est, c'est comme un pacte social. Tout à fait. Que les deux pays ont pu signer pour allégeance et respect mutuel. Oui. Et puis devant une grande puissance qui sont les États-Unis, dès l'entame d'abord, vous devez comprendre que Rwanda n'a jamais été un partenaire fiable. Moi, je prends cette question avec beaucoup de réserve parce que depuis des années, la RDC a signé des accords avec les Rwandais. Oui. Les Rwandais n'avaient jamais respecté les accords. Même pas un semblant d'accord respecté par les Rwandais. Les Rwandais n'ont jamais été fiables. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit seulement se mateler sur des accords? Bon, on peut comprendre cette fois-ci qu'il peut y avoir certaines sanctions internationales. Et bien sûr, on peut parler ici d'une contrainte lors de du non-respect des accords. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de signer un accord avec les Rwandais pour la paix? On dirait aller demander aux voisins de quitter, de commencer à cultiver notre parcelle. Un voisin qui vient chez moi, dans ma parcelle, qui sème les choux, mais pour avoir la paix, je dois aller demander à un autre voisin pour venir nous réconcilier ou nous départager. Donc, moi, personnellement, dans mon esprit, avant que les grands internationalistes n'interviennent, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est comme si la République démocratique du Congo s'est trouvée dans une position de faiblesse pour aller auprès des États-Unis, demander si vous pouvez intervenir pourvu qu'il y ait pourvu qu'il y ait la paix. Alors, oui, la paix, nous l'avons besoin. C'est comme tout le monde. Parce que nous, peut-être, on ne ressent pas ce que les gens qui sont à l'Est ressentent à ces moments. Mais ce qui est vrai, c'est à quel prix qu'il faut chercher la paix. Rwanda nous a imposé une guerre pendant des décennies. Alors, Rwanda n'a jamais perdu un de ses seuls enfants. Voilà. Le Rwanda n'a jamais été sincère, vous l'avez dit ici. Mais c'est au nom de la paix que nous sommes partis, n'est-ce pas, vers les États-Unis pour que finalement nous trouvions la paix et la paix durable entre les deux pays. Oui, mais Rwanda, à travers son président Kagame, c'est un pays qui ne respecte pas en fait ses engagements. Alors, j'ai même lu quelque chose quand je venais vers ici. Kagame qui se permet de dire que Tshisekedi ou Kabila aurait commis une erreur. De donner les pouvoirs à Tshisekedi, que c'était dans un bureau seulement. Vous comprenez un peu? C'est une façon de minimiser tout un pays. Tout à fait. C'est une façon de réduire à zéro la crédibilité d'un État comme la RDC. Et surtout quand on veut ridiculiser un chef d'État d'un pays comme la RDC. Pendant la période où nous parlons de l'accord de paix. Voilà. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, il y a vraiment certaines histoires ici, en tant que jeunes, que nous fustigeons. Moi, personnellement, signer un accord de paix avec le Rwanda, c'est comme aller supplier un voisin de ne plus encore venir chercher des problèmes chez nous à la maison. Donc, il fallait peut-être que la RDC, à travers ses partenaires fiables, chercher des moyens et des mécanismes solides
pour imposer aussi la guerre au Rwanda et imposer son respect. Parce que la souveraineté, en fait, elle ne se négocie pas, elle s'impose. Tout à fait. Oui, alors, Cédric, donc nous serons obligés à un certain moment de co-gérer nos minéraux, mais aussi, n'est-ce pas, les parcs nationaux, notamment le parc de Virunga. Nous avons le lac Kivu qui contient le gaz méthane. Votre réaction aussi par rapport à cet aspect commercial, économique? Merci beaucoup, Jules Max Mbouyou. La valeur d'un pays, c'est aussi l'aspect économique qui entre en jeu. Lorsqu'on nous dit de co-gérer avec le Rwanda, ça devient un problème. Voilà pourquoi j'entre un peu avec mon confrère. Donc, c'est pour dire qu'il y a une faiblesse là, de notre côté. Pourquoi on doit co-gérer avec un pays qu'on a tant dénoncé, un pays qu'on a de preuves que c'est un pays agresseur dans notre pays, mais on nous dit de co-gérer avec, disons, nos richesses avec ces pays-là. Donc, c'est un problème. Et le problème que nous devons demander, ou soit la question que nous pouvons nous poser, est de savoir quel est l'intérêt qu'a les Rwandais en rapport avec cette façon de faire, disons, de faire le commerce d'une manière où on doit aussi apporter ce qu'on a dans le Rwanda. C'est là où il y a un sérieux problème. Mais je demanderais peut-être à nos autorités de pouvoir nous dire ça va prendre combien de temps, hein? Ça va prendre combien de temps? Quand est-ce que le Rwanda va finir de prendre peut-être nos minerais? Quand est-ce que le Rwanda va finir de traiter avec nous sur le plan en ce qui concerne nos ressources? C'est là où il y a un sérieux problème. Alors, le danger est où? Lorsqu'on nous dit de co-gérer avec le Rwanda, cela veut dire que le Rwanda doit venir encore dans notre pays prendre cela. Oui. Ou soit c'est les États-Unis qui doivent faire en sorte que ça transite vers le Rwanda. Oui. Et c'est toujours eux qui gagnent. Et quelle est la valeur qu'on aura? Est-ce qu'on doit se sentir respecté par le Rwanda? C'est un problème. Parce que de temps en temps, le Rwanda aura à dire, oui, c'est vrai, on a créé la guerre à l'est de la RDC, mais de toute façon, nous sommes allés même dans leur pays, on est en train de ramasser leurs richesses, on est en train de faire tout ce que nous voulons, soit nous gagnons de l'argent. Donc, on doit savoir dans cet accord comment cela va se faire et pourquoi. Et pourquoi? C'est là où moi j'ai dit au début, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Puisque les Rwandais, nous sommes en train de crier sur le Rwanda. Nous sommes en train de crier sur le Rwanda. Et ça nous dérange. Aujourd'hui, Jules Max Mbouyou, c'est vrai, la RDC aime la paix, mais avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, si on décidait de toucher les Rwandais, ça va faire combien de jours? Même pas. Mais c'est par l'humanisme qu'on est en train de dire non, on doit aller en ce qui concerne les normes internationales pour que nous puissions arriver à la paix dont on est en train de chercher. Mais si le Rwanda commence à nous imposer, il y a un problème. Et surtout, co-gérer avec notre ennemi. C'est là où il y a un sérieux problème. Hein. On doit nous dire clairement ce que nous allons gagner et pourquoi faire ça. Parce que ce sont nos richesses. On doit partager avec qui on veut. Pas la personne qui va venir nous imposer. Parce que si ça finissait aujourd'hui, on risque de pleurer. Et donc, les États-Unis doivent voir comment est-ce que nous pouvons aller avec cette politique des commerces. Voilà. Alors, je rappelle encore les propos de Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de monsieur du président américain Donald Trump. Il dit une partie du traitement des minéraux de la RDC sera effectuée au Rwanda. Voilà. Sera effectué au Rwanda. Alors, une partie du traitement de nos minéraux, des minéraux de la RDC sera effectuée au Rwanda. C'est ça le problème. Oui. Lorsqu'on prend peut-être 2-3 camions qui partent vers le Rwanda, c'est possible qu'on puisse nous dire que les camions ne sont pas arrivés. Donc, ça part comme ça et on ne sait pas les dollars sont partis où. Point d'interrogation. On nous vole nos minerais et vous voulez qu'on puisse accepter cela. Donc, j'espère qu'on doit revoir, disons. On doit revoir. En ce qui concerne voilà pourquoi nous avons dit, dans cet accord, c'est vrai, c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de la paix. Mais il y a des choses cachées. C'est entre autres ce que vous venez de nous dire. Comment est-ce qu'on peut prendre nos minerais qui doivent être traités au Rwanda pendant que le Rwanda, toutes ces années, est en train de voler nos minerais? C'est un problème. Aujourd'hui, le Rwanda est classé parmi les pays producteurs du cobalt. Tout à fait. Est-ce que le Rwanda a le cobalt?
Point d'interrogation. C'est pour dire que ce sont nos minerais qui sont en train d'être volés et nous restons silencieux. Voilà. Donc, les États-Unis, sur ce point, vont nous aider afin que nous puissions aller de l'avant. Alors, comme nous allons petit à petit vers la fin de notre émission, Emmanuel, votre réaction aussi par rapport à cette question ici, est-ce qu'il fallait vraiment que, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait que nous nous imposions nous-mêmes la paix à l'est de la RDC, peut-être par la guerre, ce qui n'a pas peut-être marché, qu'on est parti sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, si une partie de nos minéraux doit être traitée au Rwanda, n'est-ce pas là une partie de notre souveraineté qui part? Vous savez, c'est comme je l'ai dit avant de céder la parole, que la souveraineté d'un État s'impose. Oui. La souveraineté ne se partage pas dans un plateau. Il y a un très grand problème. Je sais, peut-être les politiques, ils peuvent nous dire que c'était pour les biens de l'intérêt national. Oui. Mais il y a aussi une question que moi j'avais soulevée la fois dernière, quand même les mêmes 27, quand l'accord a été signé, je m'étais dit, nous, souverains primaires, qui exerçons la souveraineté à travers les îles, parce que c'est nous qui avons la souveraineté. Oui. C'est nous qui la léguons à nos dirigeants. Oui. Avant que les gouvernements, avant que les politiques puissent engager l'État congolais, ils doivent nous interroger. Nous sommes les souverains primaires. Mais cet accord n'est même pas passé au Parlement. Ce n'est pas venir chez moi, Ngolo Oto, demander mon avis. Non, Ngolo Oto avait légué son pouvoir à une personne qui est un député national. Oui. Nous avons le Parlement. Ces gens nous représentent de manière légale. Oui. Il fallait... Je pense qu'à l'avenir, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous savez que les accords internationaux ont un pouvoir sur nos lois nationales. Tout à fait. C'est-à-dire, cet accord... Un pouvoir contraignant d'ailleurs. Voilà, cet accord est au-dessus de notre constitution. Oui. Donc personne, et alors personne ne peut le contredire. Et l'accord est parti. L'accord est signé. L'Assemblée n'a pas été saisie. Le Sénat, le Parlement n'a pas été saisi. C'est-à-dire, c'est une volonté unilatérale imposée par le gouvernement justement pour peut-être nous plaire. Moi, personnellement, je ne fais pas partie et je ne partage pas le point de vue que l'accord profite aux Congolais. Ça, non. Personnellement, je suis tout à fait strict à ça. Mais on doit comprendre un truc. Co-gérer nos minerais avec les Rwandais, c'est une bêtise. Mais c'est une bêtise, ça. Les Rwandais nous menacent depuis 30 ans maintenant. Les Rwandais nous volent depuis 30 ans maintenant. Et aujourd'hui, on doit accepter que les vols soient légalisés. Mais attends, c'est une bêtise. Donc, c'est-à-dire, au lieu qu'ils viennent encore comme ils venaient avec les forces armées, cette fois-ci, ils doivent venir en tant que partenaires et prendre nos minerais en tant que partenaires, donc de manière légale et sans inquiéter. Non, ça sera facilité par les États-Unis. Facilité, c'est-à-dire il doit avoir des entreprises minières ici, n'est-ce pas? Mais quand on dit, quand les représentants disent que les minerais seront extraits au Rwanda, c'est-à-dire exploités en RDC et extraits au Rwanda. Donc, le Rwanda met en place des industries qui vont engager plusieurs milliers de jeunes Rwandais au bénéfice des minerais congolais. Alors que nous, au Congo, il n'y a aucune industrie qui engage les jeunes. C'est-à-dire, le problème d'emploi sera résolu au Rwanda et en RDC, nous restons sans emploi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire à un niveau, oui, la paix, nous la voulons. C'est comme je le répète, mais pas à n'importe quel prix. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, signer un accord avec un voisin qui vous menace à mort, justement pour que les jours qu'il va vous tuer, que l'État ne les poursuive pas. Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte. Donc, en tant que jeune, Congolais, en tant que patriote, nous voulons la paix. Nous félicitons les efforts du gouvernement de chercher à tout prix à imposer la paix à la partie est de la République, mais avec les Rwandais, et vous pouvez garder la parole, qu'après 20 à 30 ans, ce même problème va encore surgir et on va chercher encore à signer de nouveaux accords. C'est-à-dire, c'est déjà de mauvaise foi. Un partenaire de mauvaise foi, on ne fait pas confiance. Il ne respecte pas les accords et on ne fait pas des accords. Alors, comme on est à la fin de l'émission, selon vous,
quelle est la solution? Bon, la solution, c'est la guerre. Moi, je pense que la seule solution pour imposer la paix en République démocratique du Congo, c'est de faire la guerre au Rwanda. Peut-être, pourquoi ne pas mettre en place un mur qui sépare les deux pays, pourvu qu'aucun des pays n'ait accès à l'autre. De toute façon, on ne cherche rien au Rwanda. C'est le Rwanda qui vient nous voler. Nous, on n'a pas d'intérêt à aller au Rwanda. Si on peut mettre un mur qui nous sépare, j'espère que la paix sera effective. Voilà. Alors, vous aussi, mais quelle peut être la solution par rapport à cette question? Oui. Vous avez les États-Unis d'Amérique et le Mexique, n'est-ce pas? La séparation, c'est avec le mur. Oui. Vous avez le mur afin d'éviter des problèmes. Ça, c'est une option. Comme on le fait aussi dans les quartiers avec des voisins. Voilà. Le mur nous évite des problèmes. Je ne vois pas ce qui se passe chez toi. La deuxième option, c'est renforcer notre armée et surtout renforcer cette armée du côté Est afin de sécuriser notre partie Est pour éviter, n'est-ce pas, les infiltrés dans notre pays. Ça, c'est aussi la deuxième proposition. Mais il y a aussi, en ce qui concerne la conscience de nous-mêmes. Quand je parle de nous-mêmes, c'est tout Congolais. Ça, c'est l'aspect congolais qu'on doit mettre en pratique. Parce que même à l'Est, là, vous allez voir que il y a aussi nos ennemis qui coopèrent avec nos compatriotes. Tout à fait. Et donc, nous devons être en mesure de dénoncer. À chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut dénoncer à nos autorités afin qu'on puisse neutraliser et vivre en paix. Ça sera une très bonne chose. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. L'émission Café Débat aujourd'hui, nous avons analysé avec les jeunes sur la responsabilité de la jeunesse. 65 ans après l'indépendance, quel est le rôle que doit jouer le jeune? Et aussi, nous avons parlé de cet accord, l'analyse de la jeunesse par rapport à cet accord signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Merci au directeur du programme Gaylor Lobovia, merci au directeur technique Bonheur Kalala, merci à Enoch Ilunga qui nous a réalisé. Merci à vous tous. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques. Pour ceux qui nous suivent à la radio, 097 51 22 349. Merci, bye bye. Merci.